YouTube Words. Aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, nous nous retrouvons pour une chronique lecture. Ma petite dame, mon petit monsieur, et sache qu'il y a 14 livres. Voilà, on va pas tergiverser. Il y a 14 livres puisqu'on reprend mes lectures de mai, juin, juillet, août. Je vais essayer d'être efficace, précise et rapide. Ça, c'est pas gagné. On ouvre le bal avec celui-ci qui est Le Mystère Fowler de Jérôme Leguerre aux éditions Nouvelle Plume. Alors d'entrée de jeu, déjà, il y a un personnage dans ce roman qui s'appelle Victoria Darcy. Et que si un matin, à titre personnel, tu dois prendre les transports en commun et que pour toi, dès le matin déjà, tu n'arrives pas à choper ton bus et que tu te dis, ça, c'est un prémisse à une bonne journée de merde. Quand tu vas découvrir la vie de Victoria, tu vas très vite relativiser. Pour te situer un peu plus en détail le personnage de Victoria Darcy, on est sur une jeune femme qui est étudiante et pas n'importe quelle étude puisque on est quand même sur un master en psychopathologie et en criminologie et qui plus est dans une université hyper sélective. Seulement, jusque là, bon, on pourrait se dire ça va, tranquillement. Sauf que Victoria, pour pote, des crises d'angoisse, des crises de panique, les médocs, les moments où ça va, les moments où ça va pas du tout. Une sorte aussi, on a l'impression parfois une sorte de paranoïa parfois qui s'installe. Si bien qu'on a tendance très vite à s'attacher au personnage de Victoria parce qu'on a envie un peu de la protéger. Et puis très vite, nous faisons la connaissance de James Fowler. Alors James Fowler, en tant que lectrice, James, on aime bien. Je l'imagine aisément, beau, brun, ténébreux, un peu le physique de, alors les moins de 20 ans, le peu de moins de 20 ans que j'ai ici va dire de qui parle-t-elle, un peu le physique à la Gérard Lanvin. Moi j'aime beaucoup ce type de physique très bonhomme, j'aime beaucoup, voilà. Un peu, je l'imagine un petit peu comme ça, voilà. Hop, parce que Albator ça va aller 5 minutes. Donc ce fameux James Fowler est le voisin de Victoria Darcy. Et très rapidement, Victoria va déclencher une sorte de fascination presque malsaine pour ce voisin jusqu'à l'épier. Elle va installer un appareil photo pour regarder, voilà, pouvoir zoomer chez lui ce qui se passe, jusqu'au soir où elle surprend ce fameux James Fowler qui s'adonne à des plaisirs charnels très particuliers. Alors bon, pour te situer un peu, moi le délire à la Christian Grey, il y a un public. Il y a un public, c'est vrai qu'à titre personnel, je ne saisis pas trop le plaisir que l'on peut prendre à se faire fouettasser le fessard. Mais écoute, il en faut pour tout. Il en faut pour tout le monde. Donc j'ai une ouverture d'esprit assez grande pour me dire que voilà, chacun prend son plaisir où il peut le trouver. Et elle le surprend en train de s'adonner à ce type de loisir. Ce qui en aucun cas ne rebute Victoria pour cette espèce d'attirance qu'elle a développée pour James Fowler. Au contraire même, on a le sentiment qu'elle veut chercher à gratter un peu parce qu'elle a la curiosité de ce qu'elle vient de voir. Elle l'imagine célibataire puisque nous on comprend bien qu'en amont, elle imagine, Victoria, que cette séance un peu particulière, James Fowler l'a fait avec une prostituée. Jusqu'au moment où elle tombe nez à nez de façon inopinée avec la femme et l'enfant de James Fowler. Donc là, autant te dire que d'un coup, l'attirance, elle en prend un petit coup dans le tire-bouchon. Hein. Arrivent ensuite des événements très surprenants à Victoria, coïncidence ou pas, mais à partir du moment qu'elle a chopé le mec en train de s'adonner à des plaisirs et qu'elle le sait marier, elle imagine que ce dont elle est victime, c'est James Fowler qui en est l'auteur. Donc elle se rapproche de la police pour expliquer tout ça. Le problème, c'est que James Fowler est un éminent psychiatre, quelqu'un de très renommé, et que notre petite Victoria, elle a un passé psychiatrique très très lourd. Donc au niveau de ce qui concerne la crédibilité des accusations qu'elle porte, c'est très compliqué pour la police. Et de ce fait, on laisse un peu couler. La victime arrive et dit « Je me suis fait agresser. Vous êtes sûr ?» Non. Victoria, elle comprend très vite qu'à ce moment-là, il va falloir qu'elle se sorte les doigts du séant pour faire avancer un peu les choses parce que semble-t-il que la police manque de matière pour ouvrir une enquête. Et donc, aidée de son amie Julia, elles vont toutes deux faire leur propre enquête, commencer leur propre enquête sur le fameux James Fowler. Et il s'avère qu'en grattant un peu et en faisant quelques recherches, notre fameux James Fowler serait pas forcément aussi clean qu'il en a l'air. Non seulement pas aussi propre qu'il en a l'air, mais voire potentiellement dangereux. Et c'est là où
les choses commencent. J'ai adoré ce roman que je peux qualifier volontiers de thriller psychologique. Alors bien qu'un démarrage assez poussif, mais au demeurant resté très bref, hein. On passe très vite à autre chose. Après, la suite est dotée d'une dynamique, d'une rythmique, d'une cadence fabuleuse. Je trouve aussi que l'auteur t'emmène sur des rebondissements qui sont bien croustillants. Tu crois que, mais non, c'est complètement autre chose. Une fois les longueurs du début passées, je ne me suis ennuyée à aucun moment. Et alors ces fausses pistes, vraiment j'insiste là-dessus, ces fausses pistes sur lesquelles l'auteur t'envoie sont déconcertantes à souhait. Et ça, moi, c'est vraiment un détail que je trouve indispensable pour ce type de lecture. Cependant, il y a quand même un gros point, une grosse note que je tiens à mettre en avant, c'est que c'est un bouquin qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Les personnes dotées d'une certaine sensibilité, abstenez-vous parce qu'on a un auteur qui est très précis dans le schéma qu'il utilise par rapport aux descriptions, et on a des scènes, des passages de violence, de torture sexuelle. Pour lire ce livre, il faut être en mesure d'encaisser une suite de descriptions de sévices immondes. Donc si tu sais que ça c'est pas ton truc, il ne faut pas y aller. Pour le second bouquin dont je vais te parler, c'est La marque du diable d'Hélène R. Myers, qui est un bouquin aux éditions Harlequin. Oui, oui. Mais alors, permets-moi de te dire que les éditions Harlequin, je n'ai plus ce que c'était. Hein. En tout cas, pas avec celui-là. Parce que il y a des passages, notre Harlequinou il s'est lâché, un peu le Gonzarello, hein, pardon, mais je dois volontiers admettre que le tout début de la lecture de ce livre, je me suis trouvée un petit peu désarçonnée parce que, et c'est bien la première fois je crois que ça m'arrive sur la lecture d'un roman, j'arrivais pas à comprendre qui était qui. Il y avait des Mike et des machins, je me suis dit mais qui est qui là-dedans? Et j'avoue que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Il faut que d'entrée de jeu, quand je commence une lecture, j'arrive de suite à placer, situer les personnages, parce que là je comprenais pas. Alors je vais te situer de suite, comme ça si tu lis ce livre, tu auras quand même la mise en place que moi j'ai eu du mal à avoir. Michael Ramé est employé polyvalent dans une station-service, qui a un papa qui est aussi là sans être vraiment là, mais un père qui s'avère être un enfoiré notoire avec sa fille Michael, hein, qui pourtant elle porte tout sur ses épaules, elle gère la station-service, elle fait tout, pendant que lui, pardon, mais cuve son vin, hein, proprement dit, qu'en plus qui est vraiment pas sympa avec elle. Et donc Michael Ramé, Michael dit Mike, d'où ma confusion, parce que Michael écrit LE à la fin. Oui, j'ai compris que c'était une femme, mais moi, Mike, M-I-K-E, pour moi, c'est un mec. Donc, Michael dit Mike est aussi la sœur de Faith, et donc la fille de Buck, le fameux papa qui, je pense, durant la lecture, à aucun moment, je crois pas l'avoir croisé à jeun. Alors, le personnage de Mike, c'est un personnage qu'on perçoit, enfin, moi, je la vois comme une femme complètement désabusée, voilà, qui... On fait, on avise, on improvise, voire à la limite quand même du cynisme. On perçoit aussi chez elle qu'elle est, moi je la vois comme une femme qui est très jolie, qui a, comme on dit, du potentiel, hein, qui est, je crois, naturellement, je l'aperçois comme naturellement très jolie, mais qui se fout, mais alors royalement, qui se fout de l'apparence. Et concernant la sœur de Mike, donc Faith, qui est sa sœur cadette, on n'a pas beaucoup d'informations au début sur elle, on perçoit juste que c'est une jeune femme qui, Faith, prend très soin, elle est le contraire de sa sœur. Les apparences sont importantes et surtout, le point essentiel, c'est qu'on ne sait pas du tout où est Faith au début. Et c'est le premier pan de l'histoire, où est passée la sœur cadette de Mike. Ensuite se présente à nous l'inspecteur Jared Morgan. Alors je n'arrive pas à poser un physique sur ce personnage-là parce que peut-être... le virage qu'a pris l'autrice pour lui tailler un trait d'humour qui enlaidit un peu le personnage fait que tu te dis il est peut-être pas mal, mais le trait d'humour qu'elle lui a fourgué du genre Mike est en train de changer un pneu, donc elle est en position
tout fessard et qui lui dit fais gaffe, tu sais le style d'humour, fais attention parce que dans cette position là tu vas provoquer un carambolage. De suite tu dis ok, le mec il est relou. Mais tu comprends aussi très vite que Jared, l'inspecteur Jared Morgan, est très amouraché de Mike, mais que elle, dans un premier temps, elle semble complètement hermétique aux avances, hein, si je peux appeler ça comme ça, oui clairement, aux avances de l'inspecteur. Elle se fout, elle ne le prend pas au sérieux à aucun moment. On commence à monter en puissance parce qu'à un moment, bon, l'amour, ça va 30 secondes, mais on veut un peu du glauque, nous, ici. On commence à monter en puissance dans la mesure où sur les murs d'un lycée, il y a écrit à ce qui semble être du sang. Je suis revenue 666. En termes de signature, déjà, bon, oh, tu te dis, c'est chiant, quoi. Et faut savoir que 6 ans plus tôt, ce jour-là où il y a les inscriptions, 6 ans plus tôt, la fiancée de notre inspecteur Jared s'est fait affreusement mutiler, assassiner. Et donc, ça relance un petit peu des souvenirs qui sont, voilà, qui sont pas faciles. Et surtout, on n'arrive pas à connoter ça à du hasard. Et dans l'absolu, ce qui fait encore plus monter la pression, c'est que Mike est chez elle, sa sœur n'est toujours pas rentrée, donc elle commence aussi à beaucoup s'inquiéter. Et elle reçoit un appel d'une personne qui en gros lui dit « Est-ce que ta sœur t'a appelé pour te dire au revoir ?» et raccroche. Là-dessus, tu te doutes, va commencer l'enquête. Alors on est sur un début d'enquête qui est plutôt particulier parce qu'on sent qu'on est sur du demi-mot. On va préférer, si tu veux, la neutralité de quelque chose qui est bien enterré plutôt que le remugle de quelque chose qu'on ranime. On sent qu'il y a des yeux derrière les rideaux, qu'on regarde, on sent le chuchotis, on sent qu'on préfère passer certains incidents sous silence. C'est une enquête très bizarre, un peu avec des non-dits, on sait mais on dit pas. C'est très... Comment je peux dire ? C'est très enfoui comme ambiance, c'est presque anxiogène. J'ai aimé lire ce roman. Maintenant, si je dois dégager une ombre de cette lecture, c'est que, alors j'écris pas de livre, donc je te donne juste mon avis en tant que lectrice, c'est que est-ce qu'il était bien nécessaire d'avoir cette profusion de personnages et donc, par conséquent, cette profusion d'informations? Alors, malgré tout, rassure-toi, on s'y retrouve. Hein. Ça se lit vite et bien, ça ne demande pas une concentration de toutes les secondes. Malgré cette profusion de personnages, on s'y retrouve aisément. Maintenant, si tu peux avoir ce livre, un Vinted ou un Momox, oui, mais n'achète pas ce livre le prix fort parce que, bon... 11 balles le bouquin, tu risques de te dire merde. Bon, voilà. Alors, si tu peux le trouver d'occasion, fais-toi plaisir. C'est plaisant à lire, mais ni plus ni moins. Un coiffut hasardeux, Bicose 28-7 dans cette maison. J'avais besoin de ventiler un peu la nuque. Et c'est à ce moment précis, dans cette chronique lecture, que je perds toute mon objectivité, puisque Franck Tillier, au-delà de l'horizon et autres nouvelles, édition Pocket. Magnifique. La contrepartie, c'est que pour moi, te faire une chronique et revenir sur toutes les nouvelles, ce n'est pas possible. Hein. Chaque nouvelle a son univers, c'est propre, précis, concis, efficace, point de fioriture. Ce recueil de nouvelles, c'est vraiment une pure merveille. Il y a même certains moments où tu te surprends à dire oh, merde, j'aurais aimé que ce soit plus long. Et en même temps, tu te dis, en tant que lecteur, c'est ça qui est pas mal parce que comme ça coupe à un moment, tu te dis, ah ça aurait pu, peut-être on aurait pu faire ça, dire ça, écrire ça. Et ben ça laisse la grande place à toi avec ton imaginaire de lecteur. Et ça, et ben moi j'aime beaucoup, mais je crois même, hein, je vais aller plus loin dans mon truc, mais je crois que pourtant j'aime beaucoup Maxime Chatham. Hein. Mais je crois que lui... Dans mon cœur de lectrice, on est un peu au-dessus quand même. Hein. Ce qui est hyper intéressant dans ce recueil de nouvelles, c'est que Franck Tillier réussit le tour. C'est presque de la magie, hein, la façon dont c'est ficelé, mené. C'est qu'on a quand même une certaine facette chimérique, presque utopique, mais en même temps, l'auteur réussit à lier ça avec une certaine vérité de notre réalité. Ce qui veut dire que tu te retrouves un moment à lire certaines nouvelles. Alors je pense, tu vas voir, si tu lis ou tu as lu ce livre, il y a notamment
une nouvelle qui parle beaucoup, qui est beaucoup basée sur le plan environnemental. Il y a aussi une nouvelle qui m'a laissé sur le cul, hein, concrètement, sur le deuil et sur le déni et ce que ça peut engendrer. Et le fait de lier comme ça cet aspect utopique à une certaine réalité fait que toi, en tant que lecteur, tu te dis « mais c'est pas possible ça ». Et puis finalement, comme il arrive à imbriquer le tout, tu te dis bah, « pourquoi pas en même temps ». Et ça, je trouve que ça, c'est ça où je trouve que c'est presque magique, franchement. Je suis pas objective et en même temps si, parce que j'ai passé un très bon moment avec ce recueil de nouvelles. Et pourtant, je te précise à nouveau, hein, le format nouvelle, c'est pas ce que je préfère. C'est trop court, il me manque des trucs. Mais là, justement, ça permet d'enclencher un peu la machine à imaginer une suite, ce que toi, tu as envie de mettre en place avec ton ressenti. C'est vraiment, je le conseille à 1 000 000%. Mais il y en a une sur laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est la nouvelle Charybde et Sia. Ouais, c'est ça, je crois. Cette nouvelle est folle. c'est totalement barré parce qu'en fait, cette nouvelle te parle de la vie de personnages de livres. Et là où c'est hyper méga tortueux, voire limite sadique, c'est que la vie, c'est le métier. En fait, cette nouvelle te parle du métier de personnage de livre. Voilà. Je ne sais pas comment t'expliquer mieux. Faut la lire quoi qu'il en soit. Et qu'en fait, avoir pour métier, qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie? Je suis personnage de livre. Mais c'est-à-dire que la vie de ceux qui font ce métier est entièrement entre les mains de l'auteur. Mais quand je te dis qu'elle est entièrement dans les mains de l'auteur, c'est qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur ses personnages dans le sens propre. Toi, tu te dis, je suis un personnage de livre, si je meurs dans le livre, je ne meurs pas dans ma vraie vie parce que ce n'est que mon boulot. Franck Tillier, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que lui, il a décrété que si tu as pour job d'être personnage d'un livre, si l'auteur décrète de te faire clapser, eh ben tu clapses. C'est aussi simple que ça. Cette nouvelle est folle. C'est vraiment, j'ai été embarquée peut-être, alors parce que ça parle de personnages de livre, en tant que lecteur, tu ressens une certaine forme de jubilation et de compassion pour ces personnages de livre, parce que tu te dis, oh, ils sont venus là pour travailler, pas pour se faire buter, parce que l'auteur en a marre de la gueule du... Tu comprends? Cette nouvelle, c'est vraiment mon gros coup de cœur. De toute façon, ce bouquin... il faut le lire, il faut le lire. Pour le livre suivant, on est sur le livre peut-être qui a fait que tu n'as pas 20 livres pour cette chronique lecture. Nous sommes sur, est-ce que tu le vois correctement? Oui. Le mystère G.I. Tombeau de l'auteur Yvan Michotte aux éditions Le Cargo Imaginaire. Alors de suite, hein, je te le dis, c'est un bouquin qui a une dédicace. Puisque je me le suis fait dédicacer au Super U, on a souvent des auteurs du coin qui viennent. Donc il faut savoir qu'Yvan Michotte est un auteur normand du coin. Et m'a fait sa petite dédicace suite à l'achat de ce bouquin. Ce livre m'a donné beaucoup de fil à retordre puisque j'ai mis 1 mois pour le finir. Ce qui arrive très rarement pour moi, 1 mois pour lire un livre de 200, je te dirais, ouais voilà, même pas 300 pages. Je vais tenter de t'expliquer le mieux possible ce livre, mais c'est pas forcément aisé pour moi parce que c'est pas que j'ai pas pris de plaisir dans cette lecture, c'est que en sortie de la lecture de ce livre, je suis restée dénuée. Je ne sais pas. C'est bien aussi l'une des premières fois où je me dis, je sais pas si j'ai aimé ou pas en fait. C'est très particulier le ressenti, mais dans un premier aspect, on est à l'époque, on est le 24 décembre 1944 et nous embarquons à bord du Léopoldville qui a à son bord Marcus Twist, qui est un tueur professionnel. Lui, son but, c'est d'aller choper pour tuer Milton Ferenczi qui a en sa possession un coffret dont tout le monde ignore parfaitement le contenu. Mais le but, c'est ça, c'est d'aller décalquer le mec, récupérer le coffret. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu, puisque alors que Marcus Twist cherche et ne trouve pas sa cible, il y a une énorme explosion qui se produit à bord du paquebot, qui torpillé, touché, coulé, le paquebot coule au large de Cherbourg et fait quand même 782 victimes.
essentiellement des soldats américains. Ensuite, d'un coup d'un seul, je me retrouve dans une sorte de, oui c'est ça, de faille spatio-temporelle où en tant que lectrice, je suis projetée à notre époque actuelle et je fais la connaissance donc d'un inspecteur Pastorius, je ne sais plus très bien son nom, Joshua Pastorius, qui, j'aime pas beaucoup le personnage, il est mal aimable, il est limite agressif, sa drogue, c'est les cadavres, tout en joyeuseté le mec quoi, vraiment bardé de clichés divers et variés. Et donc sa drogue, c'est les cadavres, ça va plutôt très bien tomber puisqu'il se saisit d'une affaire qui concerne l'assassinat d'un plongeur qui allait explorer l'épave du fameux Léopoldville. Mais la particularité de ce plongeur qu'on retrouve assassiné, c'est qu'il a sur le front gravé au couteau une croix gammée. Donc l'enquête commence. On a tout un contexte historique autour de l'enquête et de l'intrigue. Je trouve même que les lieux sont décrits avec grande précision. On a une lecture qui est très agréable. Tous les personnages, même s'ils sont nombreux, ont leur propre identité, ce qui fait qu'il n'y a aucune confusion durant la lecture. Mais alors, tu es en mesure de te demander pourquoi est-ce que j'ai mis autant de temps à lire ce bouquin. Pour moi, avec mes goûts de lectrice, ce que j'aime ou pas, on en avait déjà discuté de ça, des longueurs dans les livres, mais là je trouve quand même, c'est dommage en fait, c'est dommageable pour ce livre, ce trop plein de longueurs, parce que sans prétention aucune, je ne suis pas écrivain et donc ce n'est pas mon métier, mais je te donne une fois de plus mon avis en tant que lectrice. Moi quand je lis, les longueurs parfois elles ne me gênent pas dans la mesure où si tu veux, si elles apportent une plus-value réelle à ma lecture, elles ne me gênent pas. Maintenant, me retrouver avec des longueurs qui font 6 fois le tour du pâté de maison juste pour gagner en nombre de pages mais qui ne m'apportent pas spécialement plus que ce que je ne sais déjà, j'ai beaucoup de mal avec ce procédé. Là, j'ai eu plusieurs fois l'impression qu'on en remettait une petite couche juste pour grappiller, gagner un peu en nombre de pages. C'est cette impression, après elle m'est sûrement personnelle, mais c'est je crois c'est ce qui m'a un peu plombé parce que bon, un mois pour lire 286 pages, ça me ressemble pas. Alors c'est très compliqué pour moi de te dire est-ce que je te conseille parce que finalement, quand je te dis que je suis vraiment dénuée et pas tellement en même temps, c'est que ce livre m'a autant captivé qu'il m'a gonflé. Voilà. Donc, te conseiller la lecture de ce bouquin, c'est très improbable pour moi. Parce que oui, il y a des aspects vraiment très intéressants où je trouve les descriptions hyper chouettes et en plus plutôt réalistes. Mais il y a des moments où je me suis dit non, stop, point trop, n'en faut quoi. Donc je fais comme on te semble. Là, je n'ai pas de conseils véritables à te donner sur vas-y ou... Voilà, je sais pas. Tout le monde savait Valérie Bacot, l'histoire de Valérie Bacot. Comment je vais pouvoir commencer mon ressenti, la description, comment je vais pouvoir commencer ça, comment je vais pouvoir commencer ce pan de cette chronique lecture, comment c'est concevable, comment c'est possible, comment... Il y a tellement en sortie de ce livre que j'ai pas réussi à lâcher. Hein. J'ai mis le nez dedans, ça... C'est très rude à lire, hein. C'est vraiment très rude à lire et... là, il faut vraiment s'abstenir si... Et en même temps, j'ai tellement envie de dire qu'il faut lire. Voilà. Mais c'est très difficile à lire. Comment c'est concevable tout ça? Tout le monde savait. C'est... Comment c'est possible? Les voisins. Alors là, c'est un détail qui, moi, me laisse totalement pantoise. Les voisins. Je vais parler en connaissance de cause. Dans l'endroit où je vivais avant, c'est-à-dire dans ma tour, là, 14 étages... 6 paliers par étage, j'avais des voisins sur les paliers qui s'engueulaient régulièrement, hein, ça partait souvent en dispute et un jour, je crois que je t'ai déjà parlé de ça dans un vlog d'ailleurs, enfin je t'ai déjà parlé de ça me semble ou sur Insta, je sais plus. Un jour j'entends la femme de ce couple qui hurle « Arrête, arrête, tu vas me tuer ». Forcément, je suis toute seule avec ma fille qui est en bas âge à ce moment-là. Tu te doutes bien que je ne vais pas sortir avec mon balai et intervenir. Mais j'ai appelé la police. J'ai appelé les flics. Certes, les flics sont venus pour rien.
Mais en tout cas, puisqu'elle a signifié que c'était juste une simple dispute, mais j'ai appelé les flics. J'ai pas joué l'autruche. Donc moi, il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui m'échappe dans l'histoire de Valérie Bacot, c'est que quand tu vois tous les jours une femme marquée, cocardée régulièrement, tu la vois, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. À une époque où tout le monde se mêle de tout, a un avis sur tout, on ferme sa gueule, on dit rien, on se tait, on ferme les yeux, et surtout sa gueule, vraiment j'insiste, là, au moment où on devrait l'ouvrir. Mais c'est quoi le concept en fait? Nous, à notre niveau et en tant que potentiel témoin de faits similaires, comment agir? Fermer les yeux et sa bouche par peur des représailles et apprendre un drame alors qu'on aurait pu agir puisqu'on savait, ou partir d'un principe que de toute façon il n'y aura pas d'appel pour rien et qu'il faut mieux se tromper que d'apprendre qu'on n'a pas fait alors qu'on ne se trompait pas. C'est compliqué. Et bien sûr, tout ça, ça implique le voisinage, certes, mais aussi l'entourage dans ce bouquin. Famille, belle famille, qu'en est-il? Tout le monde savait. Vraiment, tout le monde savait. Personne n'a rien fait. J'ai fermé ce livre, j'avais la gerbe. Vraiment, parce que comment ce truc-là n'aurait jamais dû arriver? Comment on peut arriver à ce que ce soit la seule option restante, en fait? C'est ça que je me suis... j'ai vu à la télé, j'ai vu le résultat du procès. Comment est-ce qu'on peut se dire... il n'y a plus que cette option-là. Tu te rends compte quand même, tu te rends compte, hein, le mec est mort, hein, le mec est mort. Elle a encore peur de le voir passer la porte. Il y a un vrai manquement quelque part, il y a un raté dans les rouages. C'est pas possible pour qu'il n'y ait plus que cette option-là. Enfin, tu as les enfants qui se rendent dans les autorités, les choses compétentes, gendarmerie, on leur rit à la gueule. On est en train quand même, des gosses sont en train de leur signaler que maman se fait puncher la gueule régulièrement. Ça et plein d'autres choses en l'occurrence, et personne ne prend ça au sérieux. Il y a quand même un gros raté quelque part. Ça n'aurait pas dû arriver si il y avait eu des actions. Va-t'en te reconstruire après ça. On t'a démoli toute ta vie. Vraiment, en tout point. Et toi, tu es censé pouvoir te reconstruire avec déjà ce vécu, plus la seule option. C'est vraiment fou de dire ça, mais de buter le barbeau. C'est une aberration, ça n'aurait pas dû arriver dans les termes, rien n'aurait dû arriver en fait, c'est fou. Alors forcément, c'est absolument abominable à lire, mais je crois aussi intimement que c'est parce que c'est abominable qu'il faut lire ce livre. Pour plusieurs raisons. Parce que souvent on entend encore beaucoup trop ce discours qui est celui de « mais pourquoi elle n'est pas partie ?» Bah parce que dans ce témoignage, tu prends un peu conscience de ce qu'est la mécanique perverse de l'emprise. Voilà, souvent on a ce truc, fallait partir, mais oui, mais parfois c'est pas toujours évident. Ce qui est évident pour bon nombre d'entre nous ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et puis sur une note aussi un peu plus personnelle, moi j'espère vraiment de tout cœur que Valérie Bacot arrivera à se reconstruire avec tout ça, à retrouver un peu de bonheur malgré qu'on lui ait bousillé sa vie, hein, parce que là il n'y a pas d'autre terme, qu'elle arrivera à vivre à nouveau sans le fantôme de cette crevure. Hein. Là, pardon, j'ai un parti pris, mais j'assume complètement. Et puis surtout, j'espère que ce témoignage, le combat de Valérie Bacot, permettra d'éveiller les consciences sur le fait que justement, il ne faut plus que pour ces personnes-là, ces femmes-là, il ne faut plus qu'il n'y ait qu'une seule option. Voilà. Il est là le problème, c'est que cette seule option n'aurait pas dû exister. Ça ne devrait pas être ça, l'option. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire parce que c'est compliqué de parler d'un témoignage comme ça. On a beaucoup aussi suivi cette affaire à la télé. C'est très compliqué de donner un avis tout en étant objectif, parce que moi je suis très parti pris, hein, qu'il n'y ait plus jamais que cette seule option. Qu'on intervienne avant, c'est très compliqué. Il y a des livres,
pour lesquels je n'ai absolument rien à dire. Le premier, je vais te les présenter tout de suite comme ça va être plié. On ne meurt pas de Léon Chevreuil. Ce livre, je l'ai lu entièrement, ce n'est pas un abandon, les abandons viennent après. Ce livre m'a emmerdé royalement parce qu'en fait on est moi j'attends de ces livres là, alors j'attends pas qu'on me dise exactement ce qui se passe derrière, hein, parce que je me doute bien que pour l'instant il n'y a personne qui soit vraiment allé s'il y a quelque chose de l'autre côté. Et alors oui, à droite il y avait des cactus et puis au fond là-bas il y avait une supérette, c'est pas mais j'en ai marre de lire des livres sur alors pas les expériences de mort imminente parce que là c'est pas le cas, mais le après, soi-disant le après, mais que les auteurs aient un parti pris de ouf, que ce soit un aspect spirituel ou scientifique, ou ne se mouille pas. Alors lui, il se mouille pas la baudruche, hein. Lui il a dit non. Alors moi autant je trouve que les scientifiques ils ont un petit peu raison, et puis au niveau de la religion ils ont un petit peu raison aussi. Donc toi t'es là au milieu. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors, Léon? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est non. Ça, je ne te le conseille pas. Je me suis fait chier pendant tout le livre. On est... Oui, non, bah oui, mais non. Bah non, mais si, si, mais non, non. Bah c'est non. Voilà, c'est non, stop. C'est Maison qui tue de Roger de la Forest ou de la Forêt. Alors notons quand même, pour info, je ne l'ai pas abandonné non plus, je l'ai lu. Quelle tonneuse! Notons quand même que ce livre a été écrit il y a plus de 50 ans. Avec la mentalité, les idéaux et tout ce qui va avec d'il y a plus de 50 ans. Et c'est là quand même que quand tu lis un livre qui a plus de 50 piges, tu te dis on a quand même un petit peu évolué. Parfois on râle, ouais, on n'évolue pas ceci, cela, mais si quand même. Hein, parce que là-dedans, le mec te parle d'habitation, de lieux, par exemple les maisons à cancer où ça m'a... Alors ça... mais c'est surtout des termes sur les personnes en tant que telles, hein, les sans-toit, les sans-abri, les nomades, les clochards, les termes sont absolument dingues dans ce bouquin. Ah oui, les propos de ce mec sont dingues. Alors remets dans le contexte, je te dis, il y a 50 piges, le mec, notamment ce qui m'a mis très en souffrance, c'est le fameux chapitre sur les maisons dites à cancer, où le mec est en train de t'expliquer que souvent, en fait, on s'imagine qu'on déclenche un cancer pour X ou Y raison. Lui, il l'explique par le fait que c'est à cause de la maison dans laquelle tu vis. Écoute, c'est tellement simple en fait finalement. Hein, je veux dire, il y a des mecs qui se cassent les burnes à faire de la recherche pour les tenants, les aboutissants. Bah non mon pote, en fait il suffit de déménager. Bah écoute, les propos sont vieillots et totalement... hors du temps quoi, là c'est même pas vieillot, on est hors du temps, là on a voyagé dans le temps. J'ai l'impression limite que ce truc là a été écrit bien avant le Moyen-Âge. J'ai trouvé la tonalité de ce livre mais vraiment extrêmement condescendante. Vous les abrutis, vous les... c'est vraiment très très étrange d'écrire de cette façon. Le mec a son avis et c'est son avis qui est le bon. Toi si t'es pas d'accord, bah écoute, va te faire dorer dans le bosquet plus loin et ce sera déjà pas mal. Je ne te conseille pas du tout ce livre déjà parce qu'il n'est pas super intéressant. Le mec a juste son avis. Si t'es pas content, c'est pareil. D'ailleurs, je ne le suis pas et je le dis. Mais les propos de ce bouquin sont simplement ahurissants. Stephen King, Port Bleu, abandon. Abandon au bout de... au bout de 50 pages parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je pense que ce livre est simplement... le scénario d'un film. Je ne peux rien te dire de plus si ce n'est que le peu de pages que j'ai lues, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc rien de plus pour moi. Ce livre-là, toute la saga, tout ce qui va suivre et que j'ai, ça restera chez moi, ça. La Cour des Miracles, Vampiria, le tome 2 de Victor Dixon de la saga Vampiria. Oh là 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 là. Il est très bizarre le rapport que j'ai à... j'ai déjà lu le tome 1
Il est très bizarre le rapport que j'ai eu l'impression de retrouver une bande de potes dans une atmosphère qui me fascine complètement. Parfois je me dis, il y a des problèmes là-haut, hein. Il va falloir quand même voir les fusibles, les ampoules, voir s'il n'y a pas des trucs à changer, parce que j'ai jubilé comme si je retrouvais une bande de potes à un café du coin. Pourquoi ? Jeanne Froidelac, j'ai presque envie de prendre la voix de Stéphane Bern pour te parler de ce bouquin. Jeanne Froidelac, sous sa véritable identité, parce que dans le livre, elle a pris l'identité de Diane de Gastefriche. Elle est devenue l'écuyère favorite du roi. Si tu veux savoir pour qui, pourquoi, comment, il te faudra impérativement lire le tome 1 qui est La Cour des Ténèbres. Et donc, Jeanne est mandatée par le roi des Ténèbres suite à une missive reçue de la mystérieuse Dame des Miracles, qui, en gros, pour faire très simple, veut le trône du roi des Ténèbres. Le problème qui se pose, c'est que cette fameuse Dame des Miracles semble avoir le contrôle de créatures qui s'appellent les ghouls et qui sont de véritables armes de destruction. Et c'est ce qui ennuie un petit peu le roi, parce que lui n'a pas la main mise sur ces créatures. Et donc ça pourrait potentiellement poser problème et pourquoi pas se faire détrôner. Donc il mandate Jeanne plus 2 autres écuyers, me semble que c'est Surage et Lénaïs, pour aller déloger cette fameuse Dame des Miracles. Bien que tous 3 aient des objectifs différents pour déloger cette mystérieuse Dame des Miracles, ils sont tous les 3 au taquet. Sachant que Jeanne, forcément, ses motivations sont un peu auprès de ses, comment je peux dire, collègues, de la fronde en fait, de la lutte qu'elle mène depuis le tome 1. Je fais gaffe de ne pas en dire de trop parce que si t'as pas lu le 1, ça va être gênant. La traque commence et alors là c'est un festival. C'est un festival pour le lecteur quand tu aimes ce type de lecture. On retrouve un Paris, mais un Paris qui est complètement différent. Un Paris enténébré, t'as l'impression qu'il fait tout le temps nuit, sur fond de misère absolument ignoble. Et on a vraiment, en plus, il met quand même en avant, l'auteur met quand même en avant ces disparités sociales en fait. Tu as vraiment des endroits où tu sens que c'est la profusion, tu sens que c'est l'oseille, tu sens qu'il y a de l'argent, tu sens qu'il y a du luxe. Et puis tu as vraiment la misère totale où on jette limite les seaux d'excréments par les fenêtres, hein, où les maisons n'ont pas de toit, où tu as des fenêtres où il n'y a plus de carreaux, où il fait un froid. Si l'auteur voulait vraiment mettre une note irrespirable dans ce tome 2, c'est réussi, hein. Bien évidemment, on retrouve des personnages qui nous sont familiers puisqu'on a fait la connaissance avec eux au niveau du tome 1. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que l'auteur a fait nettement évoluer certains personnages et d'autres pas autant que ça. Donc il y a vraiment une volonté d'évolution et ça je pense que c'est important dans une série comme ça. Et d'après ce que Elodie, de la chaîne Elodie Moi Tout m'a dit, on est parti pour pas mal de bouquins, puisque moi je savais pas que le tome 2 était sorti et c'est Hello qui me dit « Ah Jenny, tome 2 !» Bah, dans la foulée, c'est parti mon kiki, hein. Par exemple, tout en essayant de ne pas en dire trop pour le personnage de Jeanne Froidelac, autant dans le tome 1, elle est vraiment animée. Alors, le combat reste le même, hein. Elle est vraiment animée par le fait de porter le combat qu'elle mène au sein de la fronde, mais autant dans le premier jet, on la sent très revancharde, hein. Elle est vraiment presque animée par la haine et par l'esprit de vengeance. Autant sur celui-là, sur la Cour des Miracles, on l'aperçoit beaucoup plus tempérée. On a l'impression qu'elle a grandi et il y a même une certaine forme de sensibilité sur le personnage de Jeanne qui n'était pas spécialement présent sur la Cour des Ténèbres. Il y a aussi des personnages qu'on apprend à connaître un peu mieux, comme le personnage d'Orfeo, qui on comprend un peu les tenants, les aboutissants, on comprend surtout pourquoi, de quoi il s'agit. Et on en arrive à la déduction que ce qui est abominable ne l'est peut-être pas le plus, hein, dans tout ce qu'on peut croiser. On retrouve forcément Alexandre de Mortange, le vampire. On est bien. Alors lui moi j'aime bien ce personnage. Bon déjà pour cette sorte de fascination pour les vampires que j'ai que je n'explique pas. Mais ça je pense que c'est
c'est le syndrome Salvatore, je pense, hein, ça part de là. Hein. Mais j'aime bien ce personnage parce qu'en plus je le trouve drôle. Il y a aussi le personnage de Naoko, l'amie de Jeanne, qui est beaucoup plus mise en avant que dans le tome 1 par exemple. C'est-à-dire que l'auteur, je trouve que Victor Dixon a étoffé largement certains traits de personnalité de ces personnages, qui fait, le fait d'avoir fait ça, ça implique pour nous que soit on s'attache vraiment à eux, vraiment parce qu'on a, voilà, on a vraiment l'impression de, comme je te disais tout à l'heure, de retrouver une bande de potes, soit on les déteste cordialement. Ce qui est très bon, c'est qu'on a, il n'y a pas de, le ressenti en tout cas me concernant que j'ai pour les personnages de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas de demi-teinte. C'est où tu les aimes bien et que tu... Voilà, tu déclenches une certaine sorte d'affection pour eux, soit tu les aimes pas du tout, mais vraiment pas. C'est plaisant, c'est ce côté un peu, voilà, un petit peu jubilatoire. Je sais, hein, lumière, fusible, ampoule et tout ça. Pour ma part, j'ai certes préféré le premier jet. Alors je pense que ça s'explique simplement par le fait de la mise en place, la découverte des personnages. On faisait vraiment connaissance. Voilà, c'était vraiment la surprise totale. Tu découvres complètement l'univers. Et puis je crois aussi que, alors même si je comprends l'idée de faire évoluer le personnage de Jeanne, mais je crois que j'aimais bien le personnage de Jeanne dans son esprit œil pour œil, dent pour dent. Voilà, j'aimais bien parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de feu qui animait le personnage de Jeanne et que c'était tout à fait en plus légitime hein, dans le tome 1. Mais je comprends, sans prétention aucune, je comprends le fait que l'auteur part du principe de faire évoluer un petit peu Jeanne dans quelque chose d'un peu plus sensible, de plus posé, de plus tempéré. Parce que effectivement, peut-être que conserver une Jeanne... allez, je vais tous vous éclater votre gueule. Je pense que ça peut aussi fatiguer le lecteur dans le de faire perdurer un personnage dans le trop de trop tue le trop, je pense. Hein. Mais très sincèrement, traverser Paris dans... Ce qui est très très marrant, c'est que ils ont même... l'auteur a été jusqu'à remanier les noms de certaines rues de Paris, mais traverser un Paris complètement différent, avec son cimetière, ses endroits glauques, son atmosphère irrespirable. C'est un beau voyage. En fait, je trouve que autant pour le tome 1 que le tome 2, on est sur une proposition en plus de quelque chose qui t'attrape. Hein. Vraiment, une fois que tu as mis le nez dans ce livre, il faut te faire violence pour l'arrêter, pour te dire je vais en profiter un petit peu quand même. Mais voilà, l'idée, il y a aussi un très beau voyage autour du fait de l'Uchronie. C'est hyper plaisant, ça te captive. Si tu veux, on a beau être dans une Uchronie, mais on y croit. On y croit vraiment. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. Et cette fin. Cette fin, j'espère tellement, Monsieur Victor Dixon, que tu ne passeras jamais par là, mais j'espère tellement que cette fin suppose la fin que je m'imagine pour la suite. Non, j'espère. Oh, cette fin, mon petit cadet, faut y aller. Hein. C'est pareil, hein. Là, tu fais ce que tu veux. Hein. Je peux comprendre que l'univers chronique comme ça, vampire, bon, mais alors... C'est un beau voyage dans un univers un peu... Ah, tu pars vraiment, voilà. Tu es dans ton canapé ou dans ton lit en train de lire, mais tu n'es plus là. Tu es avec eux là-bas. Oh, merci Hello pour la découverte parce que j'ai eu le tome 1. D'ailleurs, c'est le petite note drôle, c'est que notre swap, on s'était échangé le même livre sans même s'être concerté. C'est un truc de fou ça. Mais c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Et autant te dire que s'il y a suite, toutes les suites seront à la maison. C'est une évidence. Vraiment, je le conseille ça. Un beau moment d'évasion, tout simplement. Beau, bon, tout est relatif, mais en tout cas, c'est un pur moment d'évasion. Ensuite, À bout de nerfs de l'auteur James Barnaby aux éditions France Loisirs. J'ai adoré ce bouquin. Ce qui est très déconcertant dans le début de lecture de ce livre, c'est que tu as l'impression que tu cibles l'intrigue d'entrée de jeu. Mais que tu te fais roubler dans les grandes largeurs, c'est-à-dire que je trouve très ingénieux de mener à bon escient le lecteur en bateau à ce point. Au début, tu te dis, ah merde, on arrive dans un univers très... Loup de Wall Street, on arrive dans un univers comme ça et tu te dis, punaise, ça va être long, ça va être long. Et finalement, pas du tout. D'un coup d'un seul, ça prend un virage
Et c'est un florilège d'inattendus. En premier lieu, on va avoir Samuel, ça fait 1 an qu'il travaille. Alors c'est un job qui ressemble très très fort au job de trader chez Trade Option, une société localisée sur Tel Aviv. Et je te mentionnais tout à l'heure la référence au Loup de Wall Street, le film de Scorsese. Et on est vraiment dans la même idée où en fait ton interlocuteur, le but du travail de Samuel, c'est de plumer son interlocuteur jusqu'à l'os. Au téléphone, ce trader Samuel a un client qui s'appelle Alan Murphy. Et le client lui fait part, pour parler vulgairement et clairement, qu'il est dans la merde jusqu'au cou et qu'il souhaite arrêter toutes les transactions parce que finalement, investissement sur investissement, mais pas forcément pigeonner, pigeonner. Le fait est, c'est que ça lui rapporte rien. Il a beau avoir déjà laissé une somme assez conséquente sur conseil de son trader, donc de Samuel, ça lui rapporte rien. Donc il fait part de ses intentions de tout arrêter parce qu'il est voilà, hein, il est dans le kéka. Sauf que Samuel, et ce malgré son intégrité, parce que Samuel dans l'absolu on perçoit très vite que c'est quelqu'un de très bien avec des valeurs, mais il y va de son avenir. Et il y va surtout du fait qu'il a des comptes à rendre à sa société. Donc il insiste. Il arrive malgré tout à persuader Alan Murphy, son interlocuteur, de faire un dernier investissement qui là rapportera à coup sûr le jackpot. Sauf que la finalité s'avère dramatique. Entre alors en scène Angelica. Alors là j'ai besoin de quelqu'un qui m'aiguille. Sleuth. Attends. Sleuth. Entre alors en scène Angelica Sleuth, qui est, si tu as lu À fleur de peau de James Barnaby, qui est effectivement la nièce de l'agent du FBI Joseph Sleuth. C'est dur à Sleuth, c'est pas facile quand tu n'es pas doté de bilinguie de prononcer correctement sans écorcher les oreilles bilingues. Mais entre alors en scène Angelica qui est fille au père pour la famille Murphy, enfin qui travaille fille au père, c'est-à-dire qu'elle est plus exploitée qu'elle ne travaille, mais bref, je te parlais précédemment d'une finalité dramatique et suite à cette finalité dramatique, Angelica doit donc trouver un nouvel emploi. Aidée de son ami Jim qui lui trouve une annonce, alors là c'est l'annonce du siècle, on est bien plus qu'alléchant dans les termes, qui lui trouve l'annonce du siècle pour être fille au père dans une famille, seulement cette famille est localisée en Écosse, donc ils partent tous deux, Jim l'accompagne pour la rassurer, pour pas qu'elle soit toute seule, puisque Angelica est située à Londres. Donc ils partent en Écosse pour rencontrer cette famille et c'est très déconcertant parce que à peine Angelica met les pieds dans le manoir de la famille en Écosse que il lui donne la confiance dans les premières secondes, au point que le soir même de l'arrivée d'Angelica dans le manoir, le couple tout à fait excentrique, hein, qui plus est, part découche, laisse les enfants alors que ça fait à peine quelques heures qu'Angelica est arrivée, laisse les enfants à la fille au père sans aucun problème et profite pour se tailler. Seulement le sort s'acharne, il s'avère que la première nuit où Angelica est seule dans le manoir avec les enfants disparaissent, les enfants du couple, une fille et un garçon, disparaissent mystérieusement. Faut savoir qu'on est sur le début d'une machination menée de main de maître et tu te doutes bien que compte tenu déjà d'un drame précédent, là la disparition des enfants, tu te doutes que très logiquement on va soupçonner Angelica d'être à l'origine, en tout cas d'être complice de quelque chose de pas très clair. Forcément intervient à nouveau l'agent Joseph Sleuth qui là est touché à titre personnel. Il s'agit de sa nièce, ils ont une relation relativement fusionnelle et donc ce qui va compliquer un petit peu les choses, c'est que normalement l'agent du FBI n'a rien à foutre sur l'affaire, nièce ou pas, il n'a rien à faire sur l'affaire, mais si tu as lu à fleur de peau, tu te doutes bien que l'agent du FBI, notre bon Joseph, lui s'en fout. Il va quand même mettre les pieds dans le plat et mener cette enquête. Moi, c'est le second bouquin que je lis de James Barnaby et j'ai eu le même entrain à lire, hein. Vraiment on est sur une cadence qui ne s'essouffle pas, on a une belle dynamique, on a une écriture très sympathique et surtout je trouve que chaque personnage a sa place, même les personnages secondaires, chacun a un rôle à jouer et je pense
à titre personnel que si on enlève même certains personnages secondaires, ça aura forcément un impact sur certains rebondissements qui sont essentiels. J'ai adoré ce bouquin parce qu'à partir du moment où je lis un livre et que je me pose plusieurs questions et que je me dis mais est-ce que ça et encore ça, que je me trompe, j'aime me tromper quand je soupçonne quelque chose, j'aime me tromper, et bien à partir de ce moment-là, c'est une lecture qui me captive. Donc oui, je te conseille ce bouquin parce que très plaisant à lire et l'histoire, elle est, voilà, la machination dans ce roman est formidable. Les Ensorcelés, Anne Arensberg, aux éditions Joël Losfeld. Ce livre est long, long, presque tout autant que mes vidéos, dis donc. Ce que j'ai trouvé ça de source sûre, c'est que ce bouquin est d'un ennui absolument abyssal. J'ai l'impression que ce bouquin, c'est un vieux taco qui démarre pas parce que c'était pourtant prometteur. C'est vrai qu'on partait sur des phénomènes relativement étranges qui se produisent à Dry Falls, sur une organisation qui est créée justement pour essayer de comprendre. Mais le problème, c'est que les événements surnaturels n'en sont pas, donc tu t'attends à quelque chose qui va croustiller un petit peu. Non. J'ai l'impression que l'autrice a développé sur des points, je vais parler pour moi, mais qu'à titre perso, je me fous royalement. Et a vraiment fait l'impasse sur des passages que peut-être j'aurais voulu voir un petit peu plus étayés. C'est-à-dire qu'on rebondit encore sur ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport aux longueurs. Moi, me faire 8 pages sur la description d'un meuble, bon, bah écoute, une fois de plus, c'est un procédé que je peine à comprendre. Tu sais à quoi me fait penser ce livre, si tu es de mon époque et que tu as vécu un peu dans des endroits comme ça, où à l'époque, tu sais, quand on était gamin et qu'on allait sur le marché avec nos parents acheter les fruits, les légumes, les babioles, il y avait des vendeurs de VHS, les cassettes VHS, où tu sais, tu pouvais acheter ce qu'on appelait les films de série B, les films d'horreur là, souvent. Où tu te retrouvais avec des films, tu sais, les araignées géantes en carton-pâte avec grossi à la loupe. Et ben ça m'a fait penser à ça, ce livre. C'est-à-dire que dans le titre, les ensorcelés, faits surnaturels, tu t'attends à ce qui est, je te dis, un peu de matière, un peu de biscuit, un peu de croustillant. Sachez qu'il n'en est rien. Ça m'a vraiment fait penser à ça. On a tenté vraiment, et je ne sais même pas si on a tenté en fait, il y a eu tentative d'appâter le client avec des termes qui peuvent potentiellement te dire je vais avoir un petit peu de flip. Pas du tout. On a essayé de faire peur, mais on n'y est vraiment pas arrivé. Là, on n'y est pas. Et alors, en plus de ce livre qui est long, mais alors avec des longueurs absolument interminables, la chute, la fin, rien ne va dans ce livre. Rien, de mon point de vue, à moi, avec ce que j'aime lire, rien ne va dans son livre. Donc forcément, je ne te le conseille pas. Possession de Nora Roberts aux éditions Harlequin. Moi, je te dis que Harlequinou, il s'est vraiment, il a appris à se lâcher un peu le Gonzarello. Vraiment, j'insiste. Nous faisons la connaissance de Claire Kimball qui sculpte sur différents matériaux, qui est artiste à New York. Donc, elle a sa petite notoriété quand même. Elle est douée de son art. Mais le problème de Claire, c'est que les paillettes et le petit confort new-yorkais, pompon. Elle décide de retrouver son village natal, son village de son enfance et surtout la maison de son enfance qui est située dans un village qui s'appelle Emmitsboro. Alors, New York, Emmitsboro, on est bien d'accord, 2 salles, 2 ambiances. Le problème étant, c'est que dans cette maison d'enfance, il y a eu un drame puisque Claire a perdu son papa qui s'est suicidé. Je pourrais même aller plus loin dans l'idée, c'est qu'elle a assisté à la déchéance de son papa. Et en plus de tout ça, il y a un cauchemar qu'elle fait qui est celui d'assister à une sorte de rituel satanique. Et ce cauchemar-là qu'elle fait de façon récurrente prend beaucoup de place au sein de ses angoisses déjà relativement omniprésentes. Et elle a vraiment envie justement de combattre ces démons-là. Et en gros, Claire, elle se dit, c'est hyper logique en même temps, mais elle se dit que le seul moyen de lutter contre ces démons, c'est de retourner entre guillemets sur les lieux où ça s'est passé.
D'un autre côté, on va rencontrer Cameron Rafferty, dit Cam, qui lui aussi vivait à New York et a été confronté à un accident professionnel dont il se sent responsable, et suite à ça il décide de retourner également dans le village d'Emmitsboro où il va ensuite endosser le rôle de shérif. Donc d'entrée de jeu on a déjà nos deux personnages principaux qui, malgré une petite trentaine, se trimballent quand même pas mal de bagages. On va aussi se retrouver projeté dans une sorte de bourgade, un village où il n'y a pas grand monde, où tu as toi le sentiment en tant que lecteur que tout le monde se connaît, mais tu sens que tout le monde se connaît sans vraiment se connaître, que pareil, je reprends la même image que tout à l'heure, on regarde un peu comme ça, tu sais, l'œil du tigre derrière le rideau, et puis on sent surtout, ça c'est très vite, on le palpe, qu'on va mettre les pieds dans une secte satanique, possession, bon, tu sens, ça c'est un truc que tu devines très vite dans la lecture. Je trouve en tout cas pour ma part que le travail de l'autrice sur la description des profils psychologiques est très bien ficelé, très bien fagoté, parce que dans la mesure où tu proposes un roman avec une base comme ça hyper machiavélique, voilà, qui peut parfois dépasser l'entendement des personnes qui sont très terre à terre, je trouve que c'est important, si tu pars dans la description comme ça de psychologique de personnes, c'est très important selon moi et dans ma façon de lire, d'avoir quelque chose de plausible, de crédible dans le descriptif, c'est-à-dire que pas des choses complètement insensées où tu dis bon ok d'accord, oui mais bon tout est utopique, donc en même temps logique. Là justement dans sa façon de mener la description, il y a beaucoup de crédibilité, ce qui apporte quand même une certaine contenance, et moi j'ai besoin de ça dans les lectures de cet acabit. Néanmoins, une fois de plus, je vais me permettre de signaler que ce bouquin n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des passages vraiment abjects dans ce bouquin. On parle de sacrifice animal, on parle de sacrifice humain, on parle de torture, de violence en tout point, et notamment de violence sexuelle. Donc vraiment, je trouve que ce livre, si édition Harlequin soit-il, est quand même pour un public averti, avec une sensibilité moindre, si je puis me permettre, parce qu'il y a vraiment des passages qui piquent véritablement. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce roman, que j'ai lu très vite, très bien. Pareil, on est sur un roman qui ne demande pas une concentration de tous les instants, mais c'est addictif. C'est pas la lecture du siècle, mais c'est addictif et tu l'éclates en très peu de temps. Donc vraiment, oui, j'ai passé un bon moment avec ce livre, je le trouve bien écrit, donc c'est l'essentiel. Pour le livre suivant, je suis moi-même la première étonnée tellement ce livre m'a embarqué. Et pourtant, tu sais que... tu sais que me concernant, Stephen King, c'est pas ma came. Là, j'ai lu ce bouquin. Stephen King, Nuit noire, étoile morte. Ce sont des nouvelles. C'est du génie. On a 4 nouvelles. Bon. Tu te dis quand même, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, Quick Arlette, Quick, la première nouvelle qui s'appelle 1922, qui est ma foi quand même une nouvelle qui fait 180 pages. Mais non, mais non. C'est du génie. C'est comment un auteur peut... c'est Stephen King en même temps, mais tu te dis ouais c'est chaud. c'est vraiment, c'est du génie. C'est comment on peut en arriver à pouvoir écrire ça sans avoir un minimum de trucs qui... C'est surtout que ça pourrait donner des idées. Des gens, c'est compliqué quand même. Dans la première nouvelle, 1922, je suis obligée de t'en expliquer un petit peu parce que c'est terriblement glaçant comme nouvelle. On a Wilfrid Wilf qui, pour une histoire de terre et de gros sous, décide de faire disparaître, et le terme est tout à fait gentillé, décide de faire disparaître sa femme Arlette. Bon, Quick Arlette, j'ai pas d'autres mots, mais alors, dans la façon de s'y prendre, dans le fait aussi d'embarquer son jeune gamin de 14 ans dans l'affaire, tous les deux joyeusement en train de quicker Arlette, dans la description,
Oh, ça m'a mis une angoisse, ce bouquin, une angoisse jubilatoire, mais une angoisse quand même. Et forcément, en tant que lecteur, tu te dis, est-ce que pourtant, d'un choix de base qui était vraiment très réfléchi de la part de Wilfrid et du fait d'embarquer son fils, est-ce que si le choix avait été différent, la suite l'aurait été, ou est-ce que c'était vraiment inéluctable, tu vois? C'est vraiment, c'est sordide, c'est abject, mais c'est profondément jubilatoire, c'est ignoble. Hein, c'est ignoble de dire que du ignoble est jubilatoire, mais vraiment, ça m'a filé. Tu es obligé de faire une pause entre chaque nouvelle parce que tu restes avec l'œil glauque en train de te dire merde, merde quand même quoi, Arlette. On est vraiment sur des nouvelles où on nous met en avant le fait qu'une décision va forcément avoir une conséquence. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment, c'est fou, hein, mais jubilatoire, vraiment. Je conseille à 2000% ce bouquin. C'est vraiment, vraiment, c'est autant un moment d'angoisse où tu te dis putain, merde. Et puis autant tu te poses la question, moi j'aurais fait quel choix? J'aurais fait quel choix? Le dernier de la pile, ça y est, je te libère dans quelques minutes, qui est le roman 5 jours de Douglas Kennedy. Je suis hyper mitigée sur ce roman parce que je l'ai quand même lu, j'ai quand même apprécié, mais on est vraiment sur une énorme note, on est sur un roman sentimental. Et avec ça, je me lasse vite en fait quand je suis dans ce type de lecture. On a Laura qui a 42 ans et qui est technicienne en imagerie médicale et qui, on la sent très professionnelle. Elle est décrite en tout cas comme très professionnelle dans ce bouquin, mais qui, malgré le fait qu'elle aime son boulot et qu'elle le fait très bien, ça commence à lui peser sur le plan émotionnel. Elle est aussi pas très heureuse en couple. On perçoit très vite chez Laura une sorte de mélancolie, voire même des regrets par rapport à sa vie. Et à juste titre, elle se demande si elle n'est pas en train de passer à côté de sa vie. Lors d'un voyage professionnel qui est organisé entre plusieurs praticiens, elle fait la rencontre, alors totalement hasardeusement, d'un homme qui s'appelle Richard Copeland, qu'elle rencontre dans une file d'attente, je crois, dans la file d'attente d'un hôtel. Et va se lier, ils vont se lier, ils vont faire connaissance et va commencer le début de très longs échanges entre eux. Et c'est justement ce côté-là qui, moi, a commencé à me plomber parce qu'on est sur une narration à base de dialogue et je trouve que c'est pas très plaisant que du dialogue, hein, vraiment paf, 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 question, réponse, réponse, question. Je trouve que c'est très... ça alourdit beaucoup la lecture. La raison pour laquelle j'ai quand même fini le livre et que je me suis pas dit basta c'est bon, sentimental ça va 30 secondes, mais c'est parce que l'auteur propose quand même plusieurs questionnements sur la vie, sur le temps qui passe et j'ai trouvé cet aspect plutôt intéressant malgré le... Bah, en même temps, deux personnes qui se rencontrent, qui ont des points communs, qui échangent beaucoup, tu te doutes de la suite, hein, il n'y a pas besoin d'être panoramix pour deviner ce qui va se passer. Hein. Une fin, une chute, un excipit, je crois que ça se dit comme ça, un excipit, où tu te dis, après t'être mangé le livre, où tu te dis, vraiment, vraiment, tout ça pour ça. Alors, ce que je peux te conseiller, c'est que un dimanche venteux, pluvieux, où t'as rien à faire, où t'as pas d'autres bouquins, et si t'as du temps à perdre, tu peux le lire. Mais vraiment, si tu as du temps à perdre, après attention, hein, je te parle si tu es un peu dans mon registre, sachant l'aspect hyper sentimental et vraiment voilà, une narration en dialogue comme ça, si toi ça te plaît, bon bah tu vas te régaler. Mais si tu es un peu plus, maintenant je pense que tu as cerné un peu mes goûts en termes de lecture, bon, c'est bien écrit, ça se lit plutôt rapidement, mais il y a cet aspect chiant et moi j'arrive pas à faire l'impasse, voilà. Selon moi, mes goûts qui n'engagent que moi. Je précise parce que ce n'est pas parce que j'aime pas que tout le monde va détester, hein. Ça fait tellement sens en même temps. Voilà, c'est fini pour cette longue chronique lecture. J'ai pris beaucoup de plaisir, puis d'autant plus là, en ce moment, dès lors que j'allume ma caméra, je suis très contente, je suis vraiment très contente d'être venue.
Et là, avec une vidéo que j'aime beaucoup tourner, donc vraiment, je prends beaucoup de plaisir malgré la chaleur, malgré... je suis très contente, voilà, très contente. Et je vais pouvoir surtout débarrasser un peu le... le trop plein de bouquins, mais j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Mais là, je voulais quand même faire le point sur ces quelques lectures, quelques mois, parce que je sais que même si on n'est pas sur une vidéo qui est appréciée de tous et toutes, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup ces vidéos. Moi, j'aime les faire. À partir de là, ça match correctement. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je te fais plein de bisous et puis à vendredi, des bisous.